En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Paul Saint-Pierre Plamondon et Brice Couturier. Paul Saint-Pierre Plamondon est avocat, chroniqueur et homme politique au Québec. Depuis 2020, il est chef du Parti québécois, le parti souverainiste et indépendantiste du Québec. Brice Couturier est journaliste et essayiste. Son dernier livre, OK Millennials, paru l'année dernière aux éditions de l'Observatoire, est une charge contre la génération woke. Et c'est justement pour parler du wokisme que nous les avons réunis. Que peut nous apprendre le Québec sur le péril woke? Les Québécois, le Québec est-il un bastion du wokisme ou un laboratoire de la résistance? La France va-t-elle à son tour succomber aux politiquement corrects venus d'Amérique du Nord? Comment y faire face? Tout de suite les réponses de Paul Saint-Pierre Plamondon et Brice Couturier en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Paul Saint-Pierre Plamondon, Brice Couturier, bonjour. Bonjour. Paul Saint-Pierre Plamondon, commençons avec vous. J'ai envie de vous parler, quand on parle de Québec en France, on se souvient de la célèbre phrase du général de Gaulle prononcée le 24 juillet 1967 depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal face à la foule réunie place Notre-Dame. Vive le Québec libre. Exact. Vous êtes chef du Parti québécois. C'est le parti justement au Québec qui poursuit ce rêve d'un Québec libre? Oui. Un rêve qui est toujours vivant et qui cycliquement revient en force parce que structurellement, dans le Canada, le poids politique du Québec est insuffisant pour qu'on puisse veiller à nos intérêts sur ce qu'il y a de fondamental pour notre pérennité linguistique, culturelle, mais également pour nos intérêts économiques. Donc, 2 référendums, celui de 95 a pratiquement fini à 50-50, mais quand même une défaite du camp du oui. Et après, s'est imposé une doctrine que peut-être on pouvait renégocier dans le Canada, tenter de faire des gains dans le Canada, un Québec qui donc trouverait sa place. Et cette thèse, elle est portée par le gouvernement qui est actuellement au pouvoir au Québec, qui s'appelle la Coalition Avenir Québec, mais elle est invalidée au fil des échecs sur chacune des demandes qui ont été formulées au cours des 5 dernières années, ce qui... conjointement à une dynamique linguistique alarmante, c'est-à-dire que le français et la culture québécoise en français est en chute libre au Québec, c'est mesuré de toutes sortes de manières. Cette conjoncture ramène avec vigueur la question de l'avenir du Québec. Et ma thèse, c'est que nous n'avons pas d'avenir si nous demeurons dans le Canada. Le sort qui nous attend, c'est celui de l'assimilation, comme on a vu pour les francophones des autres provinces canadiennes. Et évidemment, avec le déclin, mais vient beaucoup de mépris, vient beaucoup de tristesse. C'est pas un avenir radieux. Et c'est pourquoi je viens parler en France de notre volonté de reprendre le flambeau de René Lévesque et de Jacques Parizeau et de finalement obtenir justice dans cette quête qui dure, rappelons-le, depuis des siècles. Je le disais, je parlais du général de Gaulle. C'est vrai que pour nous, Français, revoir les images de l'accueil du général de Gaulle, c'est incroyable. Et je crois encore plus pour nous que pour vous, parce qu'on se disait, waouh, une époque où la France inspirait. Est-ce qu'elle inspire toujours le Québec? Laissez-moi vous contredire là-dessus. C'est encore plus grisant pour nous que pour vous. Parce que nous sommes une nation orpheline. On a été conquis militairement et annexé à un régime colonial britannique qui régulièrement a des préjugés défavorables envers les Canadiens français. C'est encore le cas aujourd'hui. Quand une nation à laquelle on est apparenté et qui est importante dans le monde, et de surcroît le général de Gaulle lui-même, vient nous dire... On vous encourage à continuer. On vous soutient dans votre droit d'exister. Dans votre quête de la liberté, nous sommes là avec vous et d'autres chefs d'État français ont fait la même chose par après. Ça a un impact déterminant sur notre évaluation, notre estime de soi, notre évaluation de notre capacité à réussir ce projet-là. Parce que des siècles de domination coloniale, ça a un impact sur l'estime de soi, la capacité de se voir gagner, de se voir réussir un projet.
comme celui de l'indépendance du Québec. Brice Couturier, vous n'avez pas encore parlé. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur de Hockey Millennials, paru l'année dernière aux éditions de l'Observatoire. Dans une quinzaine de jours, vous aurez un nouveau livre sur l'entreprise face aux revendications identitaires. Ce sera chez PUF. Vous êtes intéressé par le thème du wokisme, et en réalité, c'est pour ça que je vous ai réunis. Je voulais tout de même interroger Paul Saint-Pierre Plamondon sur la question de la souveraineté, de l'indépendance du Québec, mais il y a aussi une menace culturelle qui est celle du wokisme et qui vient d'Amérique du Nord. Je crois que vous connaissez bien l'Amérique du Nord et le Québec. Vous avez été un des premiers à alerter en France sur le wokisme. Certains ont estimé que vous en faisiez un peu trop. Un an après, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les faits vous donnent plutôt raison? Hélas, oui, les faits me donnent raison, puisqu'en réalité, cette menace qu'au départ était... Vous savez, un Américain, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui a dit aujourd'hui, nous vivons tous sur un campus. Au début, le wokisme, c'était une espèce de folie qui s'était saisie de quelques étudiants nord-américains et de certains de leurs professeurs dans les cultural studies. Progressivement, cette folie s'est emparée de l'intellectuel, de l'intelligentsia, des médias, et maintenant on le voit, et c'est l'objet de ce prochain bouquin qu'on sort ce mois-ci avec Erel Thévenon. Le monde de l'entreprise lui-même est devenu contaminé. Alors aux États-Unis, c'est particulièrement frappant, au Canada aussi. Mais je voudrais revenir sur l'affaire du Québec parce que le Québec est très cher à mon cœur depuis très longtemps. J'ai fait partie de l'Office franco-québécois pour la jeunesse dans ma jeunesse précisément, et j'étais de temps en temps au Québec. C'est vraiment un endroit où j'aime être. Et je pense qu'il faut dire aux Français que le Québec est une cible privilégiée de l'idéologie woke en Amérique du Nord, parce que dans ce pays, tout le passé du peuple québécois est rapporté à une entreprise colonialiste et raciste fondée sur un suprématisme blanc. Et j'en veux pour preuve le fait que tout récemment, à l'université Trent en Ontario, donc au Canada, on a retiré un buste de Samuel de Champlain, le fondateur de la ville de Québec, tout simplement, parce qu'il était susceptible d'outrager et de blesser dans leurs sentiments profonds les étudiants qui passaient devant. Alors bon, ça fait partie de la cancel culture qui fait partie du wokisme, c'est-à-dire qu'on retire les emblèmes, les images des gens qui risquent de blesser les sentiments de certaines minorités. Ça peut aller très très loin, puisqu'on a vu que même non seulement Churchill maintenant est dénoncé comme raciste en Angleterre et on macule ses statuts, mais que carrément Gandhi devant l'ambassade d'Inde à Washington a été l'objet également d'une profanation parce que lui aussi est raciste. Alors on va jusqu'où comme ça? En fait, les Québécois sont précisément tout ce que les woke devraient défendre, parce que c'est une minorité qui a été victime qui a subi une discrimination institutionnelle, ce qui est exactement ce que le wokisme dénonce généralement. Donc normalement, ce serait la clientèle idéale du wokisme, sauf que cette revendication identitaire québécoise ne s'exprime pas dans les termes du wokisme, mais au contraire, dans les termes de ce que mon ami Mathieu Bock-Côté appelle un peuple historique, qui demande simplement le respect pour une majorité. Les Québécois sont encore, heureusement, les francophones sont encore majoritaires au Québec, mais on voit bien que la politique canadienne vise à les disperser, à les rendre minoritaires dans leur propre pays, en les submergeant d'anglophones venus de partout, et au nom de l'identité canadienne qui est, comme chacun sait, une identité multiculturaliste, c'est une bonne façon pour essayer d'atomiser en réalité un vieux peuple qui est là depuis des siècles, qui demandait que le respect, de son identité et de ses traditions, de sa culture historique, un peuple fondateur, comme dit Mathieu Bock-Côté, et que ce peuple aujourd'hui est victime d'une entreprise de destruction à travers une submersion d'anglophones. C'est très frappant du fait qu'on voit beaucoup plus de Nigérians au Québec que d'Haïtiens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les Haïtiens ce sont également les transferts linguistiques, c'est-à-dire que les Haïtiens parlent français, les Nigériens parlent anglais. Il faut rappeler qu'on est seulement 2% de francophones contre 98% d'anglophones dans l'Amérique du Nord. Donc le pouvoir d'attraction de l'anglais est présent. Et j'ajouterais que ce qui crée une pression supplémentaire sur le Québec, c'est que les institutions fédérales sont omniprésentes au Québec et elles ont choisi d'adopter
ce prisme idéologique qu'on retrouve en Angleterre et aux États-Unis. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci. Brice Couturier, merci. On continue à parler du Québec et du wokisme. Est-ce que finalement le Québec peut nous inspirer dans la défense contre le wokisme, la résistance contre le wokisme? On continue à en parler après une courte pause en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon et Brice Couturier. On discute de la situation au Québec, en Amérique du Nord, de cette offensive woke qui menace sans doute nos libertés, notre identité. Et on essaie de comprendre comment le Québec peut nous inspirer. Avant la pause, Brice Couturier expliquait que finalement les Québécois devraient être défendus par les woke en tant que minorité opprimée par la majorité anglophone. Est-ce que vous partagez cette analyse paradoxale et est-ce que vous avez vraiment envie d'être défendu par les woke, Paul Saint-Pierre Plamondon? Dans le Canada post-national de Justin Trudeau, il y a des communautés culturelles et la seule qu'on peut insulter et mépriser en toute impunité dans les médias publiquement, c'est bel et bien les francophones, le groupe francophone québécois. Ça ne changera pas, c'était comme ça il y a des siècles. Et en effet, se pose la question du communautarisme post-national, qui est la vision canadienne dominante, largement inspirée par le courant des campus américains. Et la vision québécoise qui maintient une approche universaliste. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'un parti social-démocrate qui cherche à réduire les inégalités sociales, à donner l'accessibilité à de l'éducation, de la santé à tous. Mais on n'a pas intérêt pour l'avenir de la langue française à segmenter notre société en des sous-groupes hermétiques qui rentrent en concurrence les uns contre les autres. La vision du Parti québécois, c'en est une d'une citoyenneté universelle, c'est-à-dire que au-delà de nos différences physiologiques ou nos différences d'opinion, nos différences religieuses, nous sommes tous citoyens à part entière, donc appelés à un destin commun, ce qui veut dire de respecter la démocratie. Si on est démocrate, il faut absolument maintenir cet intérêt pour le destin commun à travers l'État-nation, alors que ce que Justin Trudeau finalement fait, c'est du clientélisme par sous-groupe, des groupes qui, avec le temps, à mon avis, vont perdre l'intérêt pour les questions plus générales. Ça devient des groupes d'intérêt. Et chaque groupe d'intérêt pousse pour ses subventions, pour sa part de l'influence. Et tout ça, évidemment, ne laisse pas de chance à moyen long terme à une culture québécoise en français parce que Justin Trudeau vise une immigration très importante pour atteindre 100 millions de personnes au Canada en 2100. Et il n'y a pas vraiment de modèle dans le cadre duquel, si le Québec suit ce rythme-là, c'est presque impossible de maintenir un modèle à proprement dit québécois avec une culture puis une langue qui s'épanouit. Donc, c'est là que le Québec a des réponses différentes pour chacune des questions importantes, mais n'a pas la liberté politique d'exercer cette différence-là. Et ça vient avec un mépris qu'on appelle Québec bashing, donc un rappel constant que les Québécois devraient avoir honte de cette différence, devraient poser un genou par terre. Et je pense que le rôle du Parti québécois, tout en demeurant respectueux, en ayant un vocabulaire qui rassemble le plus possible, parce que c'est vraiment mon identité comme politicien, c'est également de se tenir debout, de ne pas faire de compromis sur le choix de société que nous, on voudrait faire, une société qui est égalitaire et universaliste dans son approche, donc qui met en valeur la citoyenneté et non pas le groupe ethnoculturel, le groupe religieux ou je ne sais pas quel autre groupe qui devient un groupe de pression auprès du gouvernement Trudeau. Ce sont des visions quand même très opposées. En France, on a un essai qui a eu un grand succès qui s'appelait L'archipel français de Jérôme Fourquet, qu'on salue. Est-ce qu'on pourrait parler d'archipel nord-américain, voire peut-être demain d'archipel québécois? Vous m'avez parlé d'une société segmentée, fracturée. Est-ce que c'est ce que vous craignez pour le futur? Et est-ce que c'est déjà le cas aux États-Unis et au Canada? Que voulez-vous dire par archipel? Ce qu'il appelait l'archipel, c'est effectivement une société segmentée avec des groupes atomisés avec ouais. Des groupes qui s'opposent les uns aux autres ou du moins qui vivent séparément.
C'est que ce modèle-là va produire des dysfonctionnements. Donc, on va arriver au bout du raisonnement, comme dans la plupart des théories néo-progressistes fortement teintées. Là, c'était pas du tout une théorie progressiste. Hein. C'était un constat mais ça origine d'une fragmentation. Évidemment, mais ça origine de théories assez radicales sur une société atomisée. Donc, c'est le produit d'une idéologie, à mon avis, qui arrive toujours au bout du cycle parce que le vivre ensemble, la paix sociale, à mon avis, et même la démocratie en soi, est presque impossible si on ne se reconnaît pas un caractère humain d'égal à égal, une fraternité qui va au-delà de nos différences, c'est que ça devient obsessif. On voit tous, au Canada, on lit des analyses des fois, on commence à tout voir à travers le prisme de la couleur de peau ou de la religion, et les analyses sont pauvres sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de causalité, on ne creuse pas le pourquoi d'une inégalité, puis on conclut toujours de manière très simpliste à travers les mêmes prismes. Là, Vous avez des exemples sur ces obsessions? Moi, j'ai le souvenir du fait qu'il y aurait eu des autodafés dans certaines écoles, de livres qui traiteraient les minorités. Dans les médias... Astérix, d'ailleurs, je crois. Astérix et les Indiens a été brûlé dans une école du Québec. Oui, mais dans les médias, la CBC, donc la radio d'État canadienne, a congédié une animatrice parce qu'elle a cité le titre d'un livre. Et le livre s'appelle « Nègre blanc d'Amérique ». Et c'est un livre... très pertinent sur l'histoire des Québécois qui trace certains parallèles au niveau de la discrimination qu'ont subi les Québécois par rapport aux Afro-Américains. Mais le simple fait de nommer le livre en ondes lui a valu un congédiement. Et on voit dans les institutions canadiennes toutes les institutions qui sont financées par le Canada, donc les universités, les médias, mais également la fonction publique, on voit les théories de plus en plus radicales s'installer comme la norme et ça déborde dans les entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'au Québec, les entreprises privées, leur siège social, le plus souvent, sont à Toronto. Et donc, ça a un impact sur le Québec parce que la planification de ces questions n'est pas le produit d'un débat qui a eu lieu au Québec. Et donc, il y a un prix au niveau de nos choix démocratiques. C'est beaucoup plus complexe, si on demeure dans le Canada, d'exercer notre volonté démocratique parce qu'une grande portion de nos institutions va nous imposer cette nouvelle idéologie, mais également va nous culpabiliser, nous mépriser à chaque fois qu'on ose soulever notre désaccord. Pourtant, un désaccord qu'on voit un peu partout dans le monde s'exprimer, s'organiser, parce que les gens comme moi, on tient à la démocratie, puis on tient à un vivre ensemble, à une paix sociale basée sur l'humanisme et non pas sur une lutte des sous-groupes, une lutte dans le cadre d'une atomisation complète de notre société. Justement, Brice Couturier, vous expliquiez que le wokisme était un ferment de guerre civile. Vous faites un peu la généalogie de ce courant dans votre livre. Où est-ce qu'il vient? Pourquoi il a pris si fort dans les campus américains? Et est-ce que vraiment il peut traverser l'Atlantique? Est-ce qu'il est déjà là? Ou est-ce que c'est une mode passagère? Non, il est là. Il y a certaines universités où il est en majesté. Simplement, on n'en a pas encore subi ici, disons, les aspects les plus radicaux, qui sont l'interdiction de parole, qui sont le fait que certaines militantes féministes historiques, comme en Angleterre tout récemment, sont obligées de démissionner parce que les trans les harcèlent quand elles osent dire que les femmes sont des gens qui portent des bébés. Ça devient, vous savez que ça devient interdit de dire qu'une femme c'est quelqu'un qui porte un bébé. Qui portent des bébés, puisque les trans estiment qu'ils sont des femmes tout autant, il suffit de le proclamer. Non, mais je voudrais revenir sur ce qu'on vient d'entendre, parce que le wokisme, pour répondre à votre question, c'est une idéologie qui est censée prôner la reconnaissance de la diversité, le pluralisme, les droits des minorités. Or, on voit bien que dans le cas du Québec, comme par hasard, cette minorité francophone, elle est au contraire victime de toutes les discriminations et elle est bafouée en permanence dans son identité. Donc ça montre bien, si vous voulez, la mauvaise foi et le caractère de rideau de fumée que les woke emploient. Pourquoi? Parce
parce qu'en réalité, les woke ont décidé de certaines minorités et de pas d'autres. C'est pas n'importe quelle minorité qui ont droit à avoir leur identité respectée, mais seulement certaines. Et regardez, par exemple, dans le domaine religieux, c'est évident. Alors évidemment, normalement, c'est le wokisme combat le racisme, sauf que Martin Luther King, lui, il disait « Je voudrais qu'on juge mes enfants d'après leur caractère et non pas la couleur de leur peau ». Le wokisme fait l'inverse. Dit le racisme étant structurel, il faut arrêter de juger les gens sur leur caractère, mais au contraire, donner la priorité à l'identité ethnique. Et je reprends sur la religion. Il n'y a que l'islam, en réalité, qui est bénéficiaire du wokisme. Regardez comme à quel point aujourd'hui les juifs en Amérique du Nord sont victimes de très profondes discriminations. Ils l'ont été de manière évidente dans les années 30, dans les universités américaines où il y avait carrément des quotas de juifs. Et aujourd'hui, les juifs ne font plus partie des minorités protégées. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont même considérés comme des super blancs. Ce qui est assez... Alors évidemment, maintenant, les militants noirs les plus extrémistes les associent au colonialisme, à l'esclavagisme, ce qui est complètement délirant sur un plan historique, mais ça s'est imposé dans le discours. Donc, c'est pas vrai que le wokisme défend les minorités. Il défend certaines minorités qu'il a construites lui-même pour, en fait, comme on vient de l'entendre, disperser, détruire les communautés politiques. Pourquoi? Et là aussi, je reprends ce que disait Pierre Saint-Pierre Saint-Mandron. Paul Saint-Pierre Saint-Mandron. La démocratie repose sur la construction d'un bien commun et non pas sur l'éclatement en particularisme ethnique. Pourquoi? Parce que les intérêts de classe, les marxistes avaient raison, la vieille gauche avait raison, les intérêts de classe sont négociables entre patrons et salariés, il faut bien s'entendre, sinon c'est la fin du système. Par contre, les identités ne sont pas négociables. Quand vous commencez en disant je parle en tant que homosexuel, je parle en tant que noir, je parle en tant que musulman, et il n'y a pas de discussion possible. Si vous n'êêtes pas noir, musulman ou homosexuel, vous n'avez pas droit à la parole. Il y a une concurrence qui s'installe à ce moment-là, des intérêts qui deviennent concurrentiels, divergents. C'est la guerre du tous contre tous. Mais malgré... C'est pas négociable, l'identité, surtout. Et voilà, c'est pas négociable, ce sera pas le mot de la fin, mais le mot de la fin avant la seconde pause. On continue à parler de tout cela. Ne vous inquiétez pas, je vous demanderai pourquoi ce n'est pas négociable. Et on se retrouve tout de suite après une courte pause. On continue à parler de wokisme, du Québec, de la menace pour la liberté d'expression, pour l'identité, pour la liberté tout court d'ailleurs. À tout de suite, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, le Parti souverainiste et indépendantiste du Québec, avec Brice Couturier, journaliste et essayiste, auteur de OK Millennials aux éditions de l'Observatoire et auteur également de L'entreprise face aux revendications identitaires. C'est à paraître aux éditions du PUF. On parlait avant la pause du wokisme, de la manière dont il fracturait la société. En France, beaucoup ont fait le diagnostic et pourtant l'idéologie woke continue à s'étendre, au moins en tout cas dans l'entreprise, chez les élites, je dirais en général. Je suis pas sûr que ça pénètre chez les classes populaires, chez la majorité du pays, mais en tout cas dans les lieux de pouvoir, que ce soit les universités, que ce soit le monde politique ou le monde de l'entreprise, ça gagne du terrain. Je voulais savoir ce qu'il en était au Québec. Est-ce que le wokisme continue à gagner du terrain? Est-ce que c'est une idéologie en devenir? Est-ce qu'elle est déjà hégémonique? Comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Elle est financée par le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral a donc beaucoup d'emprise sur les dynamiques de notre société québécoise. Mais il faut aussi décortiquer le modus operandi. Comment une théorie aussi contre-productive, telle qu'on vient de l'expliquer, peut s'imposer aussi rapidement? C'est un mélange de peur et de paresse intellectuelle dans la population à mes yeux. C'est-à-dire qu'au moindre désaccord, à la moindre volonté de dialogue sur un point de vue différent, cette idéologie s'impose en traitant de raciste, xénophobe, tous les mots en phobe, replié sur soi, retardé, les insultes, et c'est très lié, je pense, à Twitter puis aux médias sociaux. Les insultes sont automatiques et se substituent au débat sur le bien commun. Et ce qu'on a constaté dans les universités, particulièrement l'Université d'Ottawa, qui gagne la palme de la peur et de la paresse intellectuelle à mes yeux,
parce qu'une professeure s'est fait suspendre pour avoir nommé certains mots qui, vraiment, quand on revoyait le cours, il n'y avait aucun problème, mais il y avait une étudiante qui ressentait une micro-agression et la professeure francophone a reçu des sanctions. Ce qu'on voit, c'est que le modus operandi fonctionne parce que les gens ne veulent pas être l'objet du cancel culture. Ils ne veulent pas être la personne qui paie le prix, la personne qui se fait traiter de raciste ou de xénophobe, ne veulent pas être la personne qui doit faire face à une horde d'intimidateurs. Donc, vont tout simplement se tasser et laisser le train passer. Le problème, c'est qu'une fois que les universités deviennent uniformes à ce niveau-là, c'est-à-dire que la pensée est complètement uniformisée parce que personne n'ose exprimer un désaccord idéologique, ensuite, ça se rend au reste de la société parce que là, on va dire, non seulement on va te traiter de tous les noms si tu n'adhères pas, mais en plus, c'est la science. Regardez, la faculté de telle université vient de dire que ça, c'est la science. Je vous donne un exemple frappant. J'étais dans un débat il y a 1 an sur la sécurité à Montréal, parce que les armes à feu prolifèrent et on a vraiment de plus en plus des problèmes de meurtre par arme à feu, comme aux États-Unis. Et le plus sérieusement du monde, sur les ondes de Radio-Canada, il y avait une professeure de l'université Concordia qui nous expliquait qu'il fallait définancer la police, que c'était ça la solution. Et là, on cherche à débattre en disant, mais en quoi la réduction des effectifs policiers aura un impact sur la criminalité, un impact positif sur la criminalité. Et ce qu'on nous opposait, c'était, toi, tu es un simple politicien, tu représentes rien de sérieux, alors qu'il y a une professeure de l'Université Concordia qui nous dit ça. Donc, lorsque les universités ne deviennent plus un lieu de débat et de réflexion libre, mais un endroit de conformité, de conformisme idéologique, évidemment que ça a un impact sur le reste de la société parce que, normalement, on se tourne vers les universitaires pour évaluer chaque aspect d'un enjeu complexe. Et là, c'est toujours la même réponse et elle est fortement idéologique, comme par exemple sur les frontières. Récemment, on a eu un débat sur les frontières, on l'a toujours au Québec. Mais les professeurs amènent tous la même réponse qui, dans les faits, c'est de proposer l'abolition des frontières. Quand on les écoute, on nous dit, nous, on a le savoir universitaire, pas vous. Et de facto, on devrait accepter l'idée de l'abolition des frontières. Et on dit, est-ce qu'on peut dialoguer? Et la réponse, c'est, on va vous coller des épithètes, on va miner votre crédibilité. Donc, c'est une mentalité profondément antidémocratique. Je ne sais pas si on peut la qualifier de néo-marxiste, mais elle a en commun avec les mouvements de gauche radicale de s'imposer par la force et de ne pas être dans le respect de la diversité d'opinions. Et c'est là tout le drame, c'est qu'on n'arrête pas au Canada de parler de diversité, mais lorsqu'il s'agit de la diversité québécoise ou simplement de la diversité d'idées, du respect de l'opinion de l'autre, on est vraiment dans le néant en ce moment, c'est-à-dire que c'est relativement intolérant comme approche sur le plan de la démocratie. Brice Couturier, comment vous évaluez le phénomène en France, encore une fois? J'ai dit tout à l'heure que ça se répandait dans les milieux économiques, dans les milieux politiques. J'ai oublié les médias que vous connaissez bien, notamment dans les médias publics, j'ai envie de dire, où sans doute il est plus répandu qu'ailleurs. Est-ce que ça peut se propager de la même manière qu'en Amérique du Nord, ou est-ce que la France a des anticorps peut-être que d'autres pays n'ont pas? Oui, je pense que la France, comme le Québec, ont des anticorps particuliers parce que nous sommes de vieilles nations nourries à l'esprit des Lumières et à l'universalisme. Et que, en gros, vous avez un débat aujourd'hui au sein de la gauche entre un courant universaliste qui veut le débat d'idées, qui accepte les débats entre idéologies, et une nouvelle gauche. En gros, ça recoupe ce qu'aux États-Unis on appelle les liberals comme Joe Biden, qui est typiquement un de ces universalistes, et ce qu'on appelle aux États-Unis les progressives, comment elle s'appelle déjà, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est typiquement la tête de file des progressives. En gros, vous avez d'ailleurs le même débat, je le vois au Québec. Je viens de voir un bouquin qui vient de sortir, qui est sorti en décembre au Québec, qui s'appelle Identité, race, liberté d'expression, perspective critique sur certains débats qui fracturent la gauche. C'est
coédité par Rachad Antonius et Normand Bellargeon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin. Oui, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu pas mal d'articles dans la presse intellectuelle québécoise qui le défendaient et qui montrent qu'en réalité, parce que ces auteurs ont rassemblé un certain nombre d'universitaires québécois qui protestent en gros contre l'identitarisme et le wokisme, en rappelant que la gauche québécoise comme la nôtre est fondée sur des valeurs universalistes, sur le culte de la raison, sur celui de la science, exact. Et qu'en face, vous avez des gens qui vous opposent leur subjectivité personnelle, exact. Qui vous disent « je parle en tant qu'homosexuel, je parle en tant que femme noire, et donc vous n'avez pas à me répondre. » Et il n'y a pas de dialogue possible, encore une fois, c'est non négociable. Tant qu'on parlait en tant que marxistes et libéraux, il y avait un dialogue possible. Mais quand quelqu'un commence à vous dire « je suis une femme noire homosexuelle, et mon ressenti c'est que vous êtes un sale raciste et que je vous dénie le droit à la parole », que voulez-vous lui répondre? Et c'est ça que développent apparemment les auteurs et les co-auteurs de ce livre qui me paraît extrêmement utile. D'un côté, vous avez la vieille gauche qui reposait sur la laïcité, sur la raison, sur la science, sur la liberté d'expression, tout simplement. En face, vous avez des gens qui, au nom de leur vérité incarnée, dont ils sont les dépositaires exclusifs, vous interdisent le droit à la parole et vous opposent une identité blessée qui vous oppose en permanence en vous disant que non seulement leur identité est blessée parce que le système dans lequel nous reposons tous est un système vicié, c'est ce qu'on appelle le racisme structurel ou le racisme d'État, ce qui est évidemment un mensonge, puisque nos États sont au contraire les plus antiracistes de la planète. Il faut quand même regarder les choses en face. On nous dit que nous sommes des États néocolonialistes et qu'il faudrait transposer la lutte anticolonialiste dans nos États nationaux, et on nous dit que nos États sont structurellement racistes. Mais en réalité, nous sommes les seuls États où nous sommes des seules nations où l'État prend en charge l'antiracisme. Aux États-Unis, c'est encore plus vrai puisqu'il y a des mesures de discrimination positive. Mais en France, on n'en est pas très loin après tout. Donc, vous voyez, il y a un mensonge, il y a un faux semblant et il y a surtout la dénaturation profonde de ce que devait être le travail universitaire qui devait rechercher la vérité, l'objectivité, la scientificité et qui est totalement ruiné, comme le montre ce bouquin. Je conseille à tout le monde de l'acheter, que je ne vais pas tarder à le faire. Ça s'appelle « Identité, race, entre guillemets, liberté d'expression, perspective critique sur certains débats qui fracturent la gauche » et c'était édité au Québec, ce qui prouve qu'au Québec aussi, ils ont le problème. Et vous imaginez, moi, je suis à la tête d'un parti social-démocrate, donc vraiment tourné vers la réduction des inégalités sociales qui, historiquement, incarne l'universalisme. Mais on aura quand même des courants plus intersectionnels ou plus à gauche qui sont quand même intéressés par l'essentiel de ce qu'on a à dire, à savoir, on veut que le Québec devienne indépendant. Donc, c'est un défi de rassemblement sur des questions qui fracturent l'Occident, mais c'est un défi aussi de maintenir l'universalisme dans la façon de parler d'indépendance du Québec, parce que pour que le Québec devienne indépendant, on aura besoin de plus de 50% de la population. Donc, ça complexifie, c'est une fracture qui rend notre tâche quand même difficile, parce qu'ultimement, notre but à nous, c'est de rassembler le plus grand nombre sur un destin commun. Donc, notre projet est à la base universaliste. On s'adresse à tout le monde. On dit, au-delà de vos différences, vous êtes appelés par le Québec, vous êtes québécois. Mais on nous répond, non, je suis montréalais, je suis dans une communauté culturelle. En fait, on nous répond. Les militants de cette idéologie nous répondent cela, mais lorsqu'on va sur le terrain et on parle à des Québécois d'origines diverses qui sont arrivés première génération, deuxième génération d'immigration, et on leur pose la question en porte-à-porte. Voulez-vous être Québécois à part entière ou êtes-vous plus à l'aise d'être catalogué, catégorisé comme communauté culturelle? 99% du temps, ils nous répondent, moi, je suis ici pour être Québécois. Je suis ici pour participer à la société québécoise, pour m'intégrer. Puis je veux que mes enfants, surtout, parce que j'ai fait le choix, je veux que mes enfants soient Québécois à part entière. Donc, il faut faire attention aussi, c'est que c'est un mouvement très bruyant qui se résume sur le plan démographique à une poignée de personnes, mais qui en impose beaucoup parce que la diffamation ou l'attaque personnelle est un outil drôlement efficace dans une société qui a peur du désaccord ou qui a peur du risque peut-être un peu trop. C'est tout à fait vrai. Et là, ce sont souvent les minorités radicales qui font l'histoire. On continue à en parler dans la dernière partie de cette émission. On essaiera de voir s'il y a des solutions pour y résister. Comme vous êtes plus avancé dans le phénomène au Québec, sans doute, vous avez des tactiques de résistance. Vous nous direz ça après une courte pause. En toute vérité, sur Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, chroniqueur, homme politique au Québec. Il est chef du Parti québécois, le parti souverainiste et indépendantiste du Québec. Avec Brice Couturier également, journaliste, essayiste. Son dernier livre, OK Millenniums, paru l'année dernière aux éditions de l'Observatoire, était une charge contre la génération woke. Il poursuit sur sa lancée avec l'entreprise face aux revendications identitaires. C'est à paraître dans quelques semaines au PUF. Et donc on parle depuis depuis le début de l'émission de cette question du wokisme qui est aujourd'hui une menace pour l'identité française, pour l'identité québécoise. Vous nous avez dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, avant la pause, vous avez fait un éloge de l'assimilation. Vous avez rappelé que votre parti était un parti universaliste et que vous vous adressiez aux Québécois avant tout en tant que Québécois, indépendamment de leur origine culturelle, de leur appartenance ethnique. Tout cela est-il possible sur fond d'immigration massive? C'est-à-dire qu'on se pose aussi cette question en France, et je poserai la question à Brice Couturier. L'assimilation, beaucoup sont pour, mais est-ce que c'est possible à partir d'un certain nombre? Au Québec, on ne parle pas d'assimilation, on parle d'intégration. Mais nous aussi, on a ce débat-là. Mais ce que vous avez décrit ressemble plus à l'assimilation qu'à la. C'est-à-dire, on peut parler sur le plan linguistique, mais on a un modèle quand même où on pense que peuvent se superposer des identités multiples, tant qu'il y en a une qui rassemble tout le monde. Et à ce niveau-là, nous, on maintient que le concept de capacité d'accueil doit être discuté et analysé avec objectivité. L'enjeu, c'est que toute société peut accueillir des gens avec succès et à la satisfaction de tout le monde. Plus le nombre de personnes annuellement est grand, le nombre de personnes reçues est grand, plus ça requiert des ressources et une organisation par l'État, mais vient un moment où même avec beaucoup de ressources, on dépasse la capacité d'accueil. Par exemple, la question du logement, il y a une limite à la vitesse à laquelle on peut bâtir du logement. Donc, le problème actuellement, un peu partout en Occident, c'est que la simple discussion de dire quelle est justement cette capacité d'accueil, c'est pas de la science exacte, mais au moins on peut essayer par essai-erreur de trouver un point d'équilibre qui donne un modèle durable à ces questions-là et donc qui fait baisser aussi l'insatisfaction ou l'inconfort en disant non, on va s'entendre, on va en discuter démocratiquement, on va trouver notre modèle. Cette simple discussion-là, elle est ardue parce que ceux qui veulent imposer l'idéologie woke dont on parlait vont tout de suite, le simple fait d'aborder la question, vont tout de suite arriver avec l'arsenal d'insultes pour décrédibiliser le débat et la personne qui a osé amener le débat. Et quel est donc l'outil de résistance à la québécoise? Rappelons que nous sommes une société modérée, on a un tempérament qui déteste le conflit historiquement. Moi, ce que je veux incarner en politique, c'est s'élever au-dessus de considérations, d'arguments qui n'ont pas de sens, d'insultes, et garder le cap, donc incarner à la fois une droiture ou une capacité de maintenir le cap, même si le vent souffle très fort, sans pour autant devenir soi-même un agent de polarisation. Parce que ce que moi, je vois de l'Europe, c'est que la polarisation devient intense. Là. À mes yeux, ou pour des critères québécois, le cycle de polarisation me semble très avancé. Et j'espère que je vais réussir le pari d'arriver avec des positions qui sont fondées sur l'universalisme, les Lumières, le respect des différences dans les opinions et maintenir le cap sans pour autant verser dans un comportement similaire aux groupes radicaux, c'est-à-dire utiliser tout le temps des superlatifs, en appeler aux émotions, tasser le débat rationnel, l'écarter en occupant tout l'espace avec des tentatives là, de faire la une. Sur des sujets comme celui-là, là, comme politicien, faire la une, c'est très facile. Mais ça peut être très irresponsable. Donc, j'essaie de maintenir un corridor de responsabilité, de rigueur, tout en contredisant, sur la base des arguments, les dérives lorsqu'elles n'en sont.
Brice Couturier, sur la question de l'immigration, je voulais vous entendre parce que on a dit que malgré tout, même si la menace woke était réelle en France, elle était peut-être moins avancée que dans les pays d'Amérique du Nord, sans doute moins qu'au Québec, moins qu'aux États-Unis, c'est sans doute une certitude. Mais est-ce que finalement la situation de la France n'est pas plus critique puisque le wokisme va peut-être se greffer sur une crise de l'intégration qui pour le coup est une crise ancienne et sur une menace islamiste qui n'existe pas ou en tout cas pas avec la même force dans les pays d'Amérique du Nord. Oui, moyennant quoi, quand on va à Montréal, on voit qu'il y a au moins autant de femmes voilées qu'à Paris, je dirais même davantage, d'après ma dernière expérience. Mais j'ai eu le sentiment, bizarrement, quand j'étais la dernière fois que j'ai été à Montréal, ça remonte quand même à plus de 10 ans, que ça se passait plutôt mieux. Il y a une espèce d'harmonie, je ne sais pas si ça tient à la modération québécoise que vous revendiquez, mais ça se passe pas si mal. Moyennant quoi, parce que la vraie revendication des Québécois, c'est leur indépendance, enfin celle que vous représentez avec le PQ, c'est l'indépendance. Moyennant quoi, je vous ferai un petit reproche, parce qu'on vient d'expliquer que le wokisme venait de l'Amérique du Nord et de certaines universités d'avant-garde nord-américaines. Moyennant quoi, nous est venu du Québec, plus précisément, des auteurs comme Charles Taylor, qui nous ont prôné les accommodements raisonnables, ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années, qui nous disaient qu'il fallait accepter, par exemple, que des jeunes filles refusent qu'il y ait une... il y a eu la séance du yoga qu'il fallait interdire, c'était à Montréal, qu'il a fallu interdire le yoga parce que c'était une forme d'appropriation culturelle des Indiens, qu'une femme blanche ne pouvait pas pratiquer le yoga. Enfin, il y a eu toutes sortes de plaisanteries comme ça qui, au début, nous ont fait rire un peu. Et après, on s'est aperçu que nous venait de Montréal, d'un anglophone, d'un philosophe anglophone qui est donc Charles Taylor, l'idée d'accommodement raisonnable et que finalement, ces accommodements... Ah oui, que les policiers sikhs avaient le droit de porter leur couteau et leur turban. Moi, j'imagine mal en France que des policiers puissent porter un symbole identitaire sous la forme d'un poignard bien en évidence sur leur hanche, mais pourtant c'est ce que nous prônait à l'époque une partie de l'idéologie venue du Canada et plus précisément du Québec. Donc il y a quand même cet aspect-là. Quand je disais que les Français comme les Québécois avaient un héritage issu des Lumières et que cet héritage, on n'avait pas envie de le bazarder, contrairement à ce que font les Anglo-Saxons aujourd'hui qui nous disent que Voltaire, Rousseau, ce sont des white dead men et que donc il faut détruire leur statut, surtout quand ils ont osé faire un pamphlet comme Voltaire sur Mahomet. Mais nous viennent du Canada à la fois cette résistance dont je parlais, universaliste, d'une partie de la gauche que vous représentez ici en tant que chef du Parti québécois, mais je vous dis, il y a aussi ça, il y a aussi les accommodements raisonnables, il y a aussi l'idéologie woke, elle est bâtie en partie, pas seulement par des États-Uniens, mais aussi par des Québécois. Mais bienvenue au Québec, c'est la fracture fédéraliste indépendantiste. Donc là, vous décrivez le camp d'intervenants qui sont contre la laïcité, contre la loi 101 et contre l'indépendance du Québec. Vous pouvez nous rappeler ce que la loi 101, c'est la loi. 101. Bon, la loi. Il y a une loi qui porte sur la laïcité, qui est particulière au Québec, qui n'existe pas au Canada. Il y a une loi de protection du français qui s'appelle la loi 101, et il y a le projet d'indépendance du Québec. Les intervenants que vous nommez, non seulement sont contre tout ça, mais sont financés, ils travaillent souvent pour des institutions financées par le gouvernement fédéral. Donc, vous allez obtenir du Québec les deux camps qui parlent en même temps. Et moi, je représente le camp qui est pour la protection du français, pour la laïcité, pour l'universalisme et pour l'émergence du Québec comme une nation reconnue comme un pays indépendant. Et là, je dois vous parler de la France, à mon tour de vous faire un reproche. Écoutez, non seulement nous sommes que 2% en Amérique du Nord, mais on n'a jamais été un pays. Puis on n'a pas je suis pas capable, moi, de souter... On a des poètes, on a des auteurs, on a une culture québécoise, mais vous avez Voltaire, vous avez Rousseau, vous avez les Lumières, vous avez la réputation d'une grande nation sur le plan intellectuel. Et ce que vous avez comme dilemme, comme choix à faire, c'est est-ce que vous allez vous fondre, vous soumettre à l'idéologie dominante
de l'Angleterre et des États-Unis? Ou est-ce que... multiculturalisme? Oui, mais tout ce qu'on vient de discuter, là, un certain nombre de dérives idéologiques qui sont contre les fondements de la République, ou est-ce que vous allez vous tenir debout et faire savoir que la France ne se laisse pas impressionner par les dérives? Dans quel cas, vous comprenez l'impact sur le Québec? Parce que si la France, qui est l'épicentre des Lumières, de cette pensée universaliste et de tout ce que ça implique de démocratie, si la France ne se tient pas debout pour ses principes fondamentaux, quelles sont les chances qu'un État en devenir qui représente 2 % de l'Amérique du Nord puisse tenir le coup? Mais indépendamment du Québec, il y a un héritage, une richesse culturelle et intellectuelle française qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne s'assume pas. Donc, si moi j'ai un message à la France, c'est assumez-vous. Arrêtez de vous excuser ou de donner des gages en parlant anglais partout. Soyez ce que vous êtes avec toute la fierté ou le droit d'exister que nous, on revendique depuis des années. Vous l'avez. Il y a la haine de soi. La haine de soi. Bon, mais c'est ça, mais là, il y a un moment donné... Là... Est-ce que vous partagez le diagnostic de Paul Saint-Pierre Plamondon sur la France? Est-ce que nous ne sommes pas assez fiers de nos valeurs, de notre histoire? Vous avez écrit un livre sur Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de tout lui reprocher parce que tous ses problèmes le dépassent très largement. Mais quand il parle anglais, quand il est très ambigu sur ces questions de multiculturalisme, d'ailleurs, certains ont parlé de Justin Trudeau français à son encontre. Est-ce que là, vous pensez qu'il ne joue pas son rôle, Brice Couturier? Écoutez, Mathieu Bock-Côté, pour revenir à lui, explique ça très très bien dans son livre « Le multiculturalisme comme religion politique ». Et si vous voulez, moi j'ai fait partie de la deuxième gauche rocardienne. Et Mathieu, j'avais pas compris ce qui nous avait amené, nous, les rocardiens, à devenir, pour certains d'entre nous, multiculturalistes. Et il explique très bien. C'est que quand on focalise sur la société civile par opposition à l'étatisme jacobin, ce qui a été notre boulot au sein de la gauche française contre les mitterrandistes ou contre le CRS ou contre le Parti communiste, c'est des vieilles histoires. Nous, on défendait la société civile dans sa diversité. Et Mathieu montre très bien comment, en passant, on peut passer de cette défense de la société civile en tant que diversité à une défense, je dirais, naïve et violente en même temps, de la diversité ethnique, sexuelle, de genre, etc. C'est un passage qui a été fait, par exemple, par Tony Blair à un certain moment de l'exercice du pouvoir en Grande-Bretagne. Il y a effectivement, dans cette deuxième gauche, je dirais, social-libérale, les sources possible de ce type de dévoiement. Personnellement, je ne l'ai pas éprouvé parce que je considère que la défense du bien commun fait partie et la défense des intérêts du peuple dans son entier fait partie des missions de la gauche et non pas la dissociation en une... Si vous voulez, il y a le modèle américain de l'arc-en-ciel, hein, de la coalition arc-en-ciel, comme disait Jesse Jackson. Ça veut dire que les démocrates se sont imaginés aux États-Unis que si vous fédériez à la fois les Noirs, les Mexicains, les Salvadoriens, les homosexuels, les femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules, etc., vous avez des majorités électorales toute faite, d'office et permanente. Et ça, c'est trahir l'idée de la gauche universaliste. Si vous vous contentez de faire des propositions à chacune de ces sous-catégories, de ces minorités, en leur disant « j'ai quelque chose pour vous dans mon bagage, je vais vous donner ce que vous voulez, je vais vous donner des droits particuliers », eh ben c'est foutu. Oui, c'est trahir aussi, d'ailleurs, l'intérêt général. C'était passionnant, ce sera le mot de la fin, Brice Couturier. J'étais ravi de vous recevoir tous les deux, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et terminons par vive le Québec libre et vive la France libre. Voilà des phrases que je rêvais de prononcer à la radio. C'est fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité et je vous laisse avec les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.